Il a changé à jamais l'histoire du bodybuilding. Il incarne la réussite et le rêve américain. Embarque avec moi. Aujourd'hui, on découvre l'incroyable histoire d'Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Arnold Schwarzenegger. I, Arnold Schwarzenegger. Arnold naît le 30 juillet 1947 à Thal, en Autriche. Il naît donc au lendemain de la guerre dans un contexte familial assez difficile. Son père, un adhérent du parti nazi, n'est pas tendre avec lui. Alcoolique et violent, il lui tire les cheveux, le frappe à coups de ceinture et le rabaisse constamment. I've never shared this so publicly because it is a painful memory. But my father would come home drunk once or twice a week, and he would scream and hit us and scare my mother. Pour lui, Arnold n'est pas assez viril, il lui préfère son frère, Maynard, âgé d'1 an de plus que lui. Malgré ce contexte difficile, Arnold, dès son plus jeune âge, est un enfant joyeux et exubérant. Il se passionne dès son plus jeune âge pour le sport, et plus particulièrement pour le football. Mais dès l'âge de 13 ans, les choses vont commencer à changer pour lui. En réalité, son entraîneur va l'inciter à s'entraîner avec des poids pour renforcer ses jambes afin d'être plus performant sur le terrain. You started playing soccer. Your coach, I guess, took you down to a gym to train for soccer, and you fell in love with barbells. I had this need of being somebody. I grew up in this little town in Austria, in Thal, and it was after the Second World War. It was miserable. There was, starvation. There was people were angry because they just lost the war, and there was the frustration, alcoholism, and all of those things. So it was a tough life. But so I was determined, I'm going to get out of there, and no matter what it takes. C'est alors le début de la révélation pour Arnold. En 1961 sort le film Hercule à la conquête de l'Atlantide, avec comme acteur principal un certain Reg Park. Arnold est directement fasciné par le film, pas réellement par le film. Il est surtout fasciné par le physique de l'acteur principal, Reg Park. Arnold va très rapidement le prendre comme modèle, et il va vouloir lui aussi devenir énorme et sec, comme Thibaut. C'est une blague de merde. Cut là, celle-là. Dégage-moi ça. À cette époque, pas d'internet. Arnold va donc se procurer un magazine retraçant la vie de Reg Park. Il y découvre la vie d'un culturiste reconverti en acteur à succès. I think that Reg Park, who grew up in Leeds, England, in a factory town, just like Graz was, where I grew up, and he made it. You know, he found a bodybuilding gym where he worked out, some dungeon, and he worked out there and hours every day, sweating, and that's all he had, and that's all he thought about, was just working out. C'est décidé, Arnold veut la même chose. Il sera lui aussi un culturiste légendaire et ensuite une star du cinéma incontournable dans le monde. Sauf que malheureusement, à ce moment-là, Arnold n'a pas l'argent pour s'inscrire dans une salle de sport. Alors, il décide de créer lui-même son gym dans le sous-sol familial. Après quelques mois d'entraînement, Arnold rencontre l'ancien Mister Autriche, Kurt Marnoul. Et ce dernier est déjà impressionné par le physique du jeune Arnold. Il décide alors de le prendre sous son aile et l'invite à s'entraîner avec lui à l'Athletic Union à Graz. Durant ses premières années d'entraînement, en plus de chercher à bâtir un physique esthétique, Arnold cherche aussi à être performant dans les sports de force. C'est alors, dès 1963, qu'il commence à effectuer des compétitions locales en haltérophilie. Il a alors 15 ans et soulève déjà plus de 75 kg au-dessus de sa tête. The most important thing, and I was very fortunate that I started in a weightlifting club. So we were not allowed to do bodybuilding exercises until we have proven that we have done our training for weightlifting, for Olympic lifting. L'année d'après, en 1964, donc, il participe au championnat d'haltérophilie de Styrian, la région d'Autriche dans laquelle Arnold habite. Il réalise alors un total de 280 kg, lui permettant de remporter la compétition. La même année, il participe également à une compétition de bodybuilding, dans laquelle il arrive à la 3e position, juste derrière son mentor, Kurt Marnoul. Dès son plus jeune âge, il touche à tout et ça lui réussit plutôt bien. L'année d'après, en 1965, Arnold vient d'avoir 18 ans et il est enrôlé dans l'armée autrichienne. I went into the army early.
I was at the age of 18, so I was an 18-year-old kid. Ça tombe plutôt mal parce qu'Arnold commence pleinement à s'investir dans le bodybuilding. Ça tombe tellement mal qu'Arnold va déserter l'armée pour pouvoir participer à une compétition. Le Best Build Junior Athlete of Europe, avec un accent anglais very impressive. Here's an international competition, and if I really wanted to start making a big splash, that competition in Stuttgart was the way to go. A year later, I couldn't have ended because if you get past 18, then you're not allowed to compete anymore. Arnold, focus. The key thing is to be focused. Visualize your goal. And I saw myself standing up there on the stage just like Reg Park, and it became more and more clear. Arnold, you got to go. Il remporte la compétition, mais malheureusement, à son retour, ce n'est pas le succès qu'il attend de pied ferme, mais la prison. Oui, il est fait prisonnier pour avoir déserté l'armée. Bon, pas très longtemps. D'après les dires, il a fait 2 à 3 jours de prison dans les prisons de l'armée. Mais vous inquiétez pas de quoi calmer les envies de grandeur du jeune Arnold. Les années suivantes, Arnold va tout rafler. Que ça soit dans le bodybuilding ou dans les sports de force, il remporte toutes ses compétitions. Je sais que certains d'entre vous aiment la force athlétique, donc je vais un petit peu vous donner les stats d'Arnold Schwarzenegger pour que vous puissiez vous comparer. En 1966, il participe à l'International Powerlifting Championship et il remporte la compétition dans la catégorie des plus de 80 kg avec un squat à 170 kg, un développé couché à 165 kg et un soulevé de terre à 250 kg, portant son total à 585 kg. À ce moment-là, il a alors 19 ans. Bon, je sais que ce total-là, il a une valeur qui est complètement limitée. Déjà parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de contrôle antidopage, donc on ne sait pas s'il était naturel ou non durant la compétition. Mais aussi parce qu'il faut garder en tête que les connaissances sur les sports de force n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Donc forcément, les résultats étaient bien moins impressionnants et les records du monde bien moins hauts. Mathieu, il faudra que tu vois sur Fever, il faudra que tu trouves un chinois pour la traduction. En 1966, il participe également à la compétition Mister Europe qu'il remporte assez facilement. Et pour la petite histoire, les juges étaient tellement impressionnés par son physique qu'ils lui ont même proposé de lui payer le billet d'avion pour qu'il puisse participer à Mister Univers. Sauf que, une semaine après cette proposition, Arnold va participer à une compétition dans une fédération rivale. Et donc, la proposition de lui payer l'avion ne tient plus, et il va devoir économiser par lui-même, par ses propres moyens, pour pouvoir se rendre à Mister Univers. Sur scène, comme à son habitude, Arnold choque tout le monde. Il mesure 1m88 pour 107 kg. C'est en partie grâce à son gabarit hors du commun qu'il obtient le surnom d'Austrian Hawk. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, pas de souci pour vous, j'ai votre dos, ça veut dire le chêne autrichien. La légende raconte aussi que ce surnom lui a été attribué parce qu'il faisait souvent des tractions au sommet d'un chêne sur les berges du Thalers, un lac près de sa ville natale. Pour en revenir à la compétition du Mister Univers de 1966, Arnold ne remporte pas la compétition. Il arrive à la 2e position, en partie à cause de son manque de masse musculaire dans les jambes. Et aussi parce que globalement, il n'est pas assez sec par rapport aux autres compétiteurs. C'est Chester Ayrton, un athlète américain plus expérimenté, qui remporte la compétition cette année-là. Néanmoins, Arnold impressionne. Et Charles Bennett, un des juges de la compétition, propose de le coacher. À ce moment-là, Arnold n'a toujours pas d'argent, et donc Charles se propose de l'héberger chez lui. C'est un super environnement pour Arnold, car Charles habite juste au-dessus d'une salle de sport, le Forest Gate à Londres. Durant cette année, Arnold va concentrer toute son énergie pour rattraper le retard qu'il a accumulé sur le bas du corps. Et il va au passage en profiter pour se nouer d'amitié avec son idole de toujours, Reg Park, qu'il rencontre grâce à Charles Bennett. L'année d'après, en 1967, après avoir pris en compte les recommandations des juges et s'être entraîné dur, Arnold revient au Mister Univers et remporte cette fois-ci la compétition. Enfin, il remporte le Mister Univers amateur. Parce que quand on cherche un petit peu sur internet, on a l'impression qu'Arnold a remporté le Mister Univers 1967, mais non. Il a uniquement remporté la partie amateur de cette compétition. Le vrai Mister Univers 1967, c'est Bill Pearl. Reste que, en remportant cette compétition, le Mister Univers amateur, Arnold devient l'athlète le plus jeune à le remporter. L'année qui suit, 1968 donc, est une des années les plus importantes dans la carrière d'Arnold. C'est effectivement en 1968 qu'il remporte son premier vrai titre de Mister Univers. Mais le plus important, c'est la rencontre qu'il va faire dans les coulisses de cette compétition. Oui, cette année-là, dans les coulisses, il fait la rencontre d'un homme extrêmement influent dans le monde du culturisme aux États-Unis, un certain Ben Weider. Non, c'est pas Ben, c'est Joe. Plot twist. Mais plus important encore, il va faire la rencontre d'un homme extrêmement influent dans le monde du culturisme aux États-Unis, un certain Ben Weider. Mais non putain, c'est Joe! Ça fait 2 fois, je l'ai dit! Wesh!
Mais plus important encore, dans les coulisses de cette compétition, il va faire la rencontre d'un homme extrêmement influent dans le monde du bodybuilding aux États-Unis, un certain Joe Weider. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Weider, petit cours d'histoire. In case you don't know who I am, I'm Joe Weider. C'est un Canadien surnommé encore aujourd'hui The Father of Bodybuilding. Ça place le décor directement. Il a cofondé avec son frère Ben Weider l'IFBB, la fédération de bodybuilding la plus connue encore aujourd'hui. Mais c'est pas tout, parce qu'à l'époque, il était aussi extrêmement influent dans la presse bodybuilding parce qu'il détenait plusieurs magazines. Par exemple, Muscle Builder, qui s'appelle aujourd'hui Muscle et Fitness. Si vous êtes intéressé par la vie de Joe Weider, il y a le film Bigger qui retrace justement sa vie. My name is Joe Weider. How would you like to be the face of bodybuilding? Sa rencontre avec Arnold, sa création de l'IFBB, et on y retrouve des acteurs comme Callum Von Moger ou encore Stanimal. Le film prend pas mal de liberté et reflète pas forcément la réalité, mais ça reste un des rares films sur le bodybuilding, donc je t'invite à aller le regarder. Pour en revenir à notre histoire principale, Joe Weider, impressionné par le physique d'Arnold, va alors lui proposer de venir faire des compétitions aux États-Unis. Arnold a toujours eu de grands rêves, et après cette discussion, il en est persuadé. Il doit poursuivre son rêve, quitter l'Europe et aller s'installer aux États-Unis. C'est alors en 1968, à seulement 21 ans, qu'Arnold débarque à Los Angeles aux États-Unis. Bon, les débuts sont compliqués, il ne parle pas très bien anglais, il a pas beaucoup de thunes, mais Joe Weider a envie de miser sur lui. Il lui propose alors un contrat publicitaire. L'idée étant d'utiliser l'image d'Arnold pour promouvoir ses produits, et il va également le faire concourir dans ses compétitions en échange d'un salaire. Joe Weider was a big fan of mine. And he brought me to America. He is one of those examples why I hate when people say, Arnold, you're the perfect example of a self-made man. Because I'm not a self-made man. And I always tell people that it's very important that we recognize that there is no such thing as a self-made man. Every one of us gets help from somebody or from a lot of people. And so when I think about it, without Reg Park, I wouldn't have started training. Without my training partners, I wouldn't have become Mr. Universe. Without Joe Weider, I would have never come to America. Du côté de l'entraînement, pour Arnold, tout se passe pour le mieux du monde. Il est dans la meilleure salle du monde, entouré des meilleurs athlètes du monde. La salle dans laquelle il s'entraîne, tu la connais forcément, c'est le Gold Gym à Venice Beach. Alors le Gold Gym que vous voyez dans les vidéos récentes ou qu'on a nous-mêmes visité, qui est mythique, incroyable, dans lequel règne une ambiance toute particulière, n'est pas le même Gold Gym dans lequel Arnold s'entraîne à cette période. Enfin, pas exactement. Pour la petite histoire, en 1977, les gérants du Gold Gym sont obligés de le déménager quelques centaines de mètres plus loin. La salle gagnant en popularité devient trop petite pour accueillir de nouveaux adhérents. Désolé, j'arrête de divaguer sur des histoires secondaires, revenons à l'histoire principale. Globalement, cet environnement va lui permettre de progresser sur tous les aspects. Durant cette année, Arnold va grandir tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Il se retrouve confronté à des athlètes de très haut niveau, et même d'ailleurs, durant sa première participation à Mister Olympia, il ne sera pas en mesure de gagner. En effet, lors de sa première participation en 1969, il se retrouve face à Sergio Oliva, un athlète cubain connu à l'époque pour avoir un physique formidable. Mr. World, a former Mr. Universe, a three-time Mr. Olympia, he's going Sergio! D'ailleurs, pour les fans de manga, Oliva, ça ne vous dit rien? Je suis sûr que si. Oui, Sergio Oliva a inspiré le personnage de Biscuit Oliva, un des personnages forts de l'anime Baki. Quelques années plus tard, Arnold l'avouera lui-même dans son autobiographie, lors de son premier affrontement contre Sergio Oliva, il ne se sentait pas du tout à la hauteur, que ce soit sur l'aspect masse musculaire ou encore sèche. Bon, mais après Arnold se remet rapidement en selle et cette défaite va lui permettre de corriger ses défauts. Quelques mois plus tard seulement, il se retrouve à nouveau face à Sergio Oliva lors d'une compétition. Cette compétition, c'est la AAU Mr. World de 1970 et pour la première fois, Arnold bat Sergio Oliva et arrive premier de la compétition. Il faut comprendre quelque chose, quand Arnold commence à gagner, il ne perd plus. Arnold est arrivé deuxième au Mister Olympia de 1969 et c'est la dernière fois qu'il arrive deuxième à une compétition. Il n'arrivera plus jamais deuxième. Donc, comme tu t'en doutes, en 1970, lors de la revanche Sergio Oliva contre Arnold au Mister Olympia, le résultat va être légèrement différent. Arnold va donc effectivement remporter la compétition et dans l'inconscient collectif, Arnold a toujours survolé la compétition et était clairement le vainqueur. Sauf que la réalité a été un petit peu différente. Arnold a effectivement gagné la compétition, mais les juges ne lui ont accordé qu'un seul point de plus que Sergio Oliva, c'est-à-dire
que les deux physiques étaient extrêmement compétitifs l'un contre l'autre et que le résultat était incertain. C'est d'ailleurs au même moment, au début des années 70, qu'Arnold fait ses débuts au cinéma. Il joue le rôle d'Hercule dans le film Hercule in New York. Sauf qu'à ce moment-là, deux problèmes surviennent. Le premier problème est que Arnold a un nom de famille trop long. Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, personne n'y comprend rien, il est renommé Arnold Strong. Beaucoup plus simple à comprendre, surtout que il est musclé, donc Strong ça colle bien. Deuxième problème, et celui-là est un peu plus embêtant, Arnold parle super mal anglais, ou en tout cas il a un accent qui est bien trop fort pour être compris par tout le monde. I am tired of the same old faces. Tu le comprendras donc rapidement, les lignes de dialogue d'Arnold sont incompréhensibles et il est donc décidé que sa voix serait entièrement doublée et remplacée par celle d'un autre. I'm tired of the same old faces. Alors, ce qui est assez marrant dans cette histoire, c'est que le doubleur s'appelle aussi Arnold et que son nom de famille c'est Steng. Donc Arnold Strong, Arnold Steng, on n'y comprend plus rien dans cette histoire. Je coupe la vidéo 2 minutes parce que en fait je fais le montage là et je suis en train de regarder un peu partout et je trouve pas de traces comme quoi Arnold Strong a été doublé par Arnold Steng. Donc je pense que c'est faux. Arnold Steng joue bien dans le film, mais en fait c'est la co-star, en fait c'est lui qui est tout le temps avec Arnold pendant le film. Mais par contre je suis pas sûr qu'il l'ait doublé. Même si dans plein d'endroits on trouve que c'est Arnold Steng qui a doublé Arnold Schwarzenegger. J'ai pas l'impression que ce soit vrai, voilà, j'ai l'impression que c'est un doubleur anonyme, mais bon, dans le doute, vous pouvez peut-être nous aider à chercher, nous aider à trouver la réponse, parce que même quand j'ai demandé à ChatGPT, sa première réponse, ça a été de me dire que c'était Arnold Steng, et dès que je lui ai dit, bah attendez sûr, il m'a dit, alors tu fais bien de me demander ça, parce que j'ai faux. Voilà, donc on a tous faux, mais cherchons qui a doublé Arnold à ce moment-là, ça peut être intéressant, parce que tout Internet pense que c'est Arnold Steng, alors que pas du tout. Donc, tu l'auras compris, si tu regardes aujourd'hui le film Hercule in New York, ce que très honnêtement, on ne te recommande absolument pas, ce n'est pas la voix d'Arnold que tu entendras, enfin pas celle d'Arnold Schwarzenegger, mais celle d'Arnold Steng, donc un autre Arnold. Bon, c'est en partie un échec pour Arnold Schwarzenegger. Oh là là, faut que j'arrête avec cette vanne. C'est évidemment un échec pour Arnold qui va tout faire pour améliorer son anglais et il va continuer à prendre des cours d'acting afin de pouvoir un jour potentiellement faire de grandes choses. Entre 1971 et 1974, Arnold va continuer de s'entraîner, de développer son physique et de remporter par la même occasion le titre de Mister Olympia. Arnold Schwarzenegger. George Butler, un réalisateur, producteur et scénariste, va s'intéresser au bodybuilding, aux préparations physiques et aux rivalités qui peuvent exister entre les athlètes. C'est avec cette vision que George Butler va commencer à travailler sur le film Pumping Iron. Le concept est assez simple. Pumping Iron, c'est un film documentaire suivant différents athlètes lors de leur préparation du Mister Olympia 1975. Ce film documentaire, vous l'avez tous vu, en tout cas je l'espère, parce que ce film il est tellement populaire qu'il a permis à lui seul de démocratiser à travers le monde le bodybuilding. Et ça, c'est pas rien. Alors peut-être que j'abuse un peu sur sa portée, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de films sur le bodybuilding, Pumping Iron reste la référence. Et pour remettre un petit peu la temporalité, on est presque 50 ans plus tard. Le film suit principalement Arnold Schwarzenegger et Lou Ferrigno lors de leur préparation pour le Mister Olympia de 1975. Depuis tout à l'heure, vous m'entendez dire film documentaire et pas documentaire parce que effectivement, une bonne partie du film est scénarisée. On s'appuie sur la réalité, d'où la partie documentaire, mais il y a une partie romancée, ce qui fait que ça devient un film documentaire. Par exemple, la majorité des dialogues sont écrits, les rivalités sont romancées. Bref, tout n'est pas vrai dans ce film. Bon, on pourrait regretter ça, mais malgré tout, ce sont ces dialogues complètement improbables qui ont permis au film de devenir le film cultissime qu'il est aujourd'hui. Et celui qui tire son épingle du jeu dans tout ça, c'est bien évidemment Arnold. Durant le film, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose de complètement lunaire. En témoigne ce passage où il fait un parallèle entre congestion et éjaculation, à mi-chemin entre le comique et le what the fuck, franchement. Cette scène est culte, montrez-la à vos parents, je suis sûr qu'ils la connaissent. Et s'ils la connaissent pas, ils doivent la connaître, donc montrez-leur quand même. The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump.
your muscles get a really tight feeling, like your skin is going to explode any minute. You know, it's really tight. It's like somebody blowing air into your muscle. It just blows up, and it feels different. It feels fantastic. It's as satisfying to me as coming is, you know, as having sex with a woman and coming. So can you believe how much I am in heaven? I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people. I get the same feeling. So I'm coming day and night. Bon, même dans la réalité, il a remporté le Mr Olympia 1975. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année-là, Arnold était physiquement moins impressionnant que les années précédentes. Pour la petite histoire, Arnold, cette année-là, n'a eu que 3 mois pour se préparer pour le Mr Olympia. En effet, il devait jouer dans un film qui s'appelle Stay Hungry et le réalisateur avait demandé à Arnold d'être moins gros pour son rôle. Bon, et puis après cette 6e victoire à Mr Olympia, il a l'impression d'avoir fait le tour et de ne plus rien avoir à gagner. Sa carrière au cinéma commence un peu à décoller, avec le rôle dans Pumping Iron ou encore dans Stay Hungry, et donc il décide de tout plaquer pour s'investir à 100% dans sa carrière d'acteur. Bon, il y a quelques secondes je vous parlais de Pumping Iron qui a été tourné en 1975, mais il faut savoir qu'il ne sortira qu'en 1977, et au risque de me répéter encore une fois, ça va être un succès planétaire. C'est un élément supplémentaire qui va permettre à Arnold de toucher un nouveau public et donc potentiellement de décrocher des rôles plus intéressants. Entre 1975 et 1979, Arnold va donc jouer quelques petits rôles, faire quelques petites apparitions TV, mais rien de bien extraordinaire. L'élément qui va tout changer, c'est lorsqu'il est casté pour jouer Conan le Barbare dans le film éponyme. Pour le coup, Arnold, il sent que ça peut être le rôle de sa vie, du coup il va s'investir à 200% pour être parfait pour jouer Conan le Barbare. Il va apprendre à manier l'épée, il va se mettre à courir. Bref, il va chercher à avoir le physique le plus adapté possible au rôle. Cet entraînement très particulier va lui permettre d'obtenir un physique qu'il juge pour le moins intéressant. Il va donc, à quelques semaines de la compétition, décider de faire quelques ajustements dans son entraînement et dans sa diète afin d'être prêt le jour J et de pouvoir monter sur scène. Arnold aime les surprises. Il ne va donc parler à personne de son intention de concourir à Mr Olympia 1980. C'est donc la veille de la compétition que ses adversaires vont découvrir sa participation. Il a pris sa retraite il y a déjà 5 ans. Et globalement, le bodybuilding ne l'a pas attendu et a continué à évoluer. Des athlètes comme Chris Dickerson, Mike Munzer, Frank Zane ou encore Tom Platz sont arrivés et ils ne sont pas là pour rigoler. Imaginez Usain Bolt revenir 5 ans après sa retraite et faire des courses contre les mecs qui gagnent actuellement, il serait bien en difficulté. Et ce serait logique que ce soit aussi le cas pour Arnold. Mais bon, c'est Arnold. Donc il monte sur scène et après 5 ans d'absence, il remporte son 7e titre de Mr Olympia. Je vous l'avais dit, après 1969, il ne va plus jamais perdre à Mr Olympia. Oh pardon, je reformule. Il vole complètement son 7e titre de Mr Olympia en volant le titre de Mr Olympia 1980. Globalement, même si tous les compétiteurs le respectent et tous se sont inspirés de son parcours, il est évident aux yeux de tous qu'Arnold n'aurait jamais dû gagner ce jour-là. D'ailleurs, beaucoup, même encore aujourd'hui, pensent que le Mr Olympia 1980 est le pire Mr Olympia de l'histoire. Cette édition est entourée de polémiques. Déjà, les juges n'étaient pas neutres parce qu'au moins 3 d'entre eux étaient des amis proches d'Arnold. Alors, j'étais pas forcément né en 1980, mais d'après ce qui se dit sur internet, les spectateurs pensaient qu'Arnold méritait à peine le top 5. Il était moins musclé qu'avant et sa condition physique, sa sèche donc, était bien moins impressionnante que celle des autres compétiteurs. Alors, aux yeux de tous, le voir gagner le Mr Olympia 1980 semblait improbable. Sa victoire n'était tellement pas méritée qu'elle a eu des répercussions négatives ayant fait reculer indéniablement le bodybuilding en tant que sport. CBS, un diffuseur américain, conclut un accord historique avec l'IFBB comprenant la diffusion de 3 Mr Olympia à la télé à compter de 1980. Ça n'aura finalement jamais lieu. La raison est simple. CBS a jugé que la compétition était truquée. Cette année-là, les athlètes vont également se retourner contre les organisateurs. Mike Munzer, champion en 1979, va purement et simplement décider d'arrêter complètement sa carrière de bodybuilder. Il ne montera plus jamais sur scène. Pour lui, il n'y a aucun intérêt à faire des efforts et des sacrifices tellement le sport est truqué. Et pour le coup, c'était pas du tout une décision prise à chaud parce que réellement, Mike Munzer n'est plus jamais monté sur scène après ce Mr Olympia. It's interesting at the 1980 Olympia. The only people who saw Arnold as the winner were the
7 judges and his closest friends. None of the other competitors saw him as the winner. None of the audience, or very few, only those that were his friends. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il existe un documentaire suivant Arnold de Mr. Olympia 1980. Il s'appelle Arnold The Comeback et normalement, si tout va bien, il est disponible sur YouTube. Bon, mais revenons sur Arnold. Cette victoire, cette exposition supplémentaire, il s'en sert pour faire la promotion de son nouveau film Conan le Barbare. De plus, cette victoire, elle rajoute de la crédibilité à son personnage, qui est censé être très fort et musclé dans le film. 2 ans plus tard, en 1982 donc, Conan le Barbare sort et c'est un succès planétaire. Arnold étant l'acteur principal, il bénéficie d'une exposition supplémentaire et devient un peu plus connu à l'international. Tout va ensuite s'accélérer pour Arnold, parce que dès 1984, il y a 2 films majeurs qui vont voir le jour. Terminator I'll be back. et Conan le Destructeur. À ce moment-là, les films d'action ont le vent en poupe. C'est réellement ce qui fonctionne à ce moment-là. Et par chance, Arnold est arrivé au moment opportun. Il est charismatique, musclé et devient presque toujours le choix numéro 1 quand un film d'action va sortir. Presque systématiquement oui, mais pas toujours. Il y a un autre acteur qui lui aussi monte depuis quelques temps, peut-être que vous le connaissez, il a joué dans Rocky ou encore dans Rambo, son nom c'est Sylvester Stallone. Et si je vous parle de lui, c'est pas pour rien. Arnold est quelqu'un de très compétitif et même en dehors du bodybuilding, il a besoin d'avoir un adversaire. Sylvester Stallone est lui aussi très musclé, il joue des rôles similaires au cinéma et puis il est de la même génération qu'Arnold. Très honnêtement, il y a une rivalité qui naît entre les deux et elle ressemble très fortement à une bataille de kékettes parce que ça part d'absolument rien. Ils sont simplement rivaux car ils jouent des films similaires au cinéma. C'est tout, il n'y a rien de plus. Ils vont donc, durant des années, s'attaquer mutuellement dans la presse et même baser leurs films sur leur rivalité. Ils en parlent dans de nombreuses interviews, c'est à celui qui tuera le plus de méchants dans les films, celui qui aura la plus grosse machette ou la plus grosse arme à feu. It was all about who is making bigger movies, who has more definition in their muscles, who has more box office success, who kills more people, who kills people more creatively, who has bigger knives, who has bigger guns. And at the end, I started running around with machine guns that were only used for helicopters, mounting on helicopters or on tanks. Donc, encore une fois, 100% de l'ego mal placé et réellement, encore une fois, désolé c'est cru, mais un concours de kékettes. Then Schwarzenegger, I've read that you guys actually hated each other for a while. Well, we were very competitive. Yeah, I think hate's a good word. Bon, vous allez vous dire, cette rivalité, elle a probablement été de courte durée. Non, absolument pas, c'était super long en plus. Ils vont s'attaquer pendant presque 20 ans, jusqu'à la fin des années 90. Alors, cette rivalité va aller assez loin, et j'ai même une petite histoire à te raconter là-dessus. Au début des années 90, Arnold est contacté pour jouer dans une comédie. Après avoir un peu lu le script, il se rend compte que le film va être catastrophique. En parallèle, Sylvester prend également connaissance du script et va commencer à en parler avec Arnold. Alors, à ce moment-là, Arnold voit l'opportunité de faire un mauvais coup à Sylvester. Sylvester. Putain, je suis désolé, j'arrête pas d'écorcher son nom, mais c'est Sylvester. Il décide de lui dire qu'il pense que le projet est brillant et qu'il veut absolument avoir le rôle principal. Sylvester, aveuglé par leur rivalité, va s'empresser de prendre son téléphone et d'appeler le directeur de casting pour lui dire qu'il veut absolument jouer dans le film et qu'il veut absolument le rôle principal. Vous vous en doutez, le film va être une catastrophe, un désastre, un naufrage complet. Ce film, c'est Arrête ou ma mère va tirer. Et pendant des années, personne n'a compris pourquoi Sylvester Stallone avait joué dans ce film catastrophique. L'anecdote est sortie que bien plus tard, il y a quelques années, et très honnêtement, je trouve ça hilarant. But so they came to me with this other movie, and I forgot what it was called. Stop or My Mother Will Shoot. Stop or My Mom Will Shoot, exactly. Yes. That's right. And so I read the script, and it was a piece of I mean, let's be honest. And so I said to myself, I'm not going to do this movie. So then they went to Sly, and then Sly called me and he says, hey, have they ever talked to you about this movie? And I said, yeah. I said, I was thinking about doing it. I said, this is a really brilliant idea, this movie. And so when he heard that, because he was in competition, he immediately called him and says, look,
Whatever it takes, I do the movie. Ah, et vous vous demandez sûrement à la fin qui est sorti vainqueur de ce concours d'ego surdimensionné. J'aurais aimé vous répondre que c'est Arnold parce que c'est une vidéo sur Arnold. Malheureusement, si on parle uniquement des chiffres au cinéma, c'est bien Sylvester Stallone qui a eu l'ascendant durant toutes ces années. Stallone a eu plus de succès au cinéma qu'Arnold, c'est factuel. En réalité, leur rivalité elle a seulement commencé à s'atténuer quand leur popularité a commencé à décroître. À partir du milieu des années 90, Arnold et Sly enchaînent les échecs commerciaux et surtout l'industrie du cinéma commence à changer. Des films comme Pulp Fiction ou Les Évadés ont clairement le vent en poupe et ne sont pas uniquement portés sur l'action brutale. Et puis même du côté des films d'action, on commence à se tourner vers des productions avec des effets spéciaux. On pense par exemple à Jurassic Park qui à ce moment-là est un carton total. Alors même si sa carrière d'acteur commence à tourner au ralenti, c'est très loin d'être la fin pour Arnold. Il vient d'une petite ville d'Autriche, il est devenu le meilleur bodybuilder de l'histoire, un des plus grands acteurs au cinéma. Les épreuves, ça lui connaît. Et puis il en faudra plus pour qu'il arrête de se lancer de nouveaux défis. Quelque chose que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, c'est qu'Arnold a toujours été très investi en politique. Il est membre du Parti républicain et affiche son soutien depuis plusieurs années à George W. Bush. La surprise, c'est qu'en 2003, lors d'un épisode du Tonight Show with Jay Leno, il annonce sa candidature pour devenir gouverneur de la Californie. Après un suspense digne des films dont il est la vedette, Arnold Schwarzenegger a annoncé qu'il serait candidat au poste de gouverneur de l'État de Californie. Aux États-Unis, on le surnomme déjà le gouvernateur. Yasmina Farber, Aaron Diamond. Please welcome Arnold Schwarzenegger, En bon professionnel du cinéma, Arnold Schwarzenegger a su faire monter le suspense. L'acteur a choisi une émission très populaire, le Tonight Show, pour se lancer dans l'arène politique. Je suis candidat au poste de gouverneur de l'État de Californie. Le super-héros d'Hollywood, républicain, a préféré terminer sa promotion de Terminator 3 avant d'annoncer un autre scénario, Arnold le gouverneur. Vous vous en doutez, parmi tous les candidats, Arnold est celui qui est le plus connu aux yeux du grand public. Les médias s'emparent très vite de la nouvelle et sa candidature devient rapidement un événement national. Après avoir conquis Hollywood, Arnold souhaite à présent devenir le 38e gouverneur de la Californie. Alors il se présente dans un contexte extrêmement particulier. Gray Davis, l'actuel gouverneur de la Californie, fait face à un recall. Pour être très bref et sans rentrer dans beaucoup de détails, un recall c'est un mécanisme qui permet aux électeurs, par le biais d'une pétition, de révoquer un élu avant le terme de son mandat. C'est quelque chose d'extrêmement rare, mais pour le coup, en 2003, ça arrive en Californie. Alors le contexte est encore une fois très particulier parce qu'à ce moment-là, la Californie traverse une crise énergétique et de forts déficits budgétaires. Malgré tout, à ce moment-là, l'annonce d'Arnold est une surprise pour tout le monde et très rapidement, les médias du monde entier s'emparent de la news. L'histoire est incroyable, un bodybuilder reconverti en acteur qui veut maintenant accéder aux plus hautes fonctions de la vie politique américaine. Mais à ce moment-là, rien n'est joué. Nous sommes le 6 août 2003 et l'élection aura lieu le 7 octobre 2003. Arnold n'aura donc que 2 mois pour mener une campagne éclair, proposer des solutions et rassembler des électeurs. Au lendemain de l'annonce de sa participation, le Los Angeles Times publie les résultats d'un sondage concernant les intentions de vote. Et il apparaît que seulement 22% des électeurs seraient prêts à voter pour Mr. Arnold Schwarzenegger. C'est malgré tout pas si mal parce qu'il se retrouve directement propulsé à la 2e place des intentions de vote, juste derrière Cruz Bustamante, le candidat démocrate crédité lui à 25% d'intentions de vote. Et il faut savoir que pour cette élection, les modalités de participation sont plutôt simples. Il faut avoir 65 signatures de soutien et déposer un chèque de 3500 $. C'est tout. Ce qui fait qu'au total, 135 candidats se présentent à cette élection. Et tu t'imagines bien que certains d'entre eux ont des profils plutôt particuliers. On se retrouve par exemple avec Marie Carey, une actrice de films pour adultes qui s'est d'ailleurs représentée pour ce même poste en 2021. Il y avait également Larry Flynt, un homme d'affaires spécialisé dans le X. Mais à Hollywood, politique et star system se confondent. Larry Flynt, célèbre éditeur de revues pornographiques, et Mary Carey, une star du X, seront aussi de la partie. Bon, et je sais pas si ça vous intéresse beaucoup qu'on rentre dans les détails du programme politique d'Arnold Schwarzenegger, mais globalement, on va pas trop rentrer dans les détails. Déjà parce que c'est un peu brouillé, et puis flemme. Mais globalement, sa campagne éclair se base sur 4 grands axes. Premièrement, des réformes budgétaires, réduire le déficit sans augmenter les impôts. Deuxièmement, une reprise économique, c'est-à-dire faciliter l'implémentation de nouvelles entreprises en Californie et donc favoriser la création d'emplois. Troisième point, la réforme énergétique, permettre à la Californie d'avoir des réserves d'énergie stables et abordables
pour éviter toute pénurie. Et puis le dernier point, ce serait de mettre en place des référendums populaires, c'est-à-dire permettre au peuple d'avoir plus de poids dans les décisions politiques importantes. Il aura l'occasion de défendre ses idées, son programme, au travers d'un seul et unique débat télévisé, le 24 septembre 2003, à seulement quelques jours du scrutin. Lors du débat, Arnold va assez peu rentrer dans le détail concret de ses mesures. En tout cas, il va être vachement moins technique que ses adversaires, qui eux sont beaucoup plus aguerris en politique. Ses armes principales sont son charisme, son talent d'acteur et sa capacité à retourner la situation en sa faveur. Il va donc pendant le débat plusieurs fois utiliser l'humour et l'autodérision pour réussir à conquérir le cœur des électeurs. Let me just say one thing. You personally, your personal income tax have the biggest loophole. I can drive my Hummer through it. That's how big the loophole is. Let me tell you something. I don't know what you're talking about. I cannot believe you. Et très honnêtement, factuellement, ça fonctionne. Arnold est vu comme quelqu'un d'accessible et de sympathique. Il semble très proche du peuple et ça, les électeurs apprécient. Et pour cause, un sondage réalisé par le Los Angeles Times quelques jours après le débat crédite maintenant Arnold Schwarzenegger à 40% d'intention de vote. Une progression énorme en à peine plus d'un mois qui témoigne d'une stratégie de communication plutôt réussie. Tout se passait beaucoup trop bien pour Arnold qui se voyait déjà gouverneur. Sauf que le 2 octobre 2003, à seulement quelques jours du scrutin, le Los Angeles Times publie un long article où 6 femmes accusent Arnold d'attouchement et d'harcèlement sexuel. Les faits s'étalent des années 70 jusqu'au début des années 2000. On vous a mis l'article du Los Angeles Times en description si vous voulez en savoir un peu plus sur cette affaire. Cet article a permis à d'autres femmes victimes de se manifester et donc le 5 octobre 2003, à seulement 2 jours de l'élection, c'est maintenant au total 15 femmes qui accusent Arnold de comportements sexuels déplacés. Hier, c'était aux mœurs de Schwarzenegger que s'intéressaient ses détracteurs. Le Los Angeles Times l'accusant, témoignage à l'appui, d'avoir harcelé et humilié des femmes. Certaines d'entre elles manifestaient hier avec pour mot d'ordre « Ne votez pas pour le peloteur ». J'étais avec une copine, il a baissé la vitre de la voiture, son ami a essayé de m'entraîner. Ma copine m'a retenue, alors il nous a dit à toutes les deux « on va vous violer ce soir ». À ce moment-là, son copain m'a lâché et j'ai couru. Il déshabillait les femmes en public, leur touchait la poitrine ou encore leur attrapait les fesses. Très vite, et à juste titre, cette histoire va prendre de l'ampleur. Arnold ne va pas avoir d'autre choix que de réagir. Il utilise une stratégie assez connue et qui a pas trop mal marché dans son cas. Il assume avoir eu un comportement déplacé avec les femmes, il s'excuse et il dit aussi que toutes les accusations ne sont pas vraies et que s'il est élu, il fera des femmes la priorité de son mandat. Et ça passe. Évidemment, il reçoit des critiques, mais ça passe. Arnold Schwarzenegger n'a pas réfuté ces accusations. Il a présenté de plates excuses et promis à l'avenir d'être le champion des femmes. Ses adversaires l'attaquent, mais la caravane de Schwarzenegger passe. Elle arrivera à Sacramento, capitale administrative de la Californie, mardi, le jour du scrutin. Sa cote de popularité ne baisse pas tant que ça, et quelques jours plus tard, malgré les affaires, il est élu 38e gouverneur de la Californie. C'est vraiment le début de l'arc Arnold de politicien. Et on le sait, vous aimez les vidéos longues et détaillées, mais on est sur une chaîne de sport. Alors autant le cinéma et les dramas avec Stallone, on trouve ça marrant, autant ces actions politiques, exactement ce qui s'est passé, on trouve ça vachement moins amusant et un peu trop bourbier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été élu gouverneur de novembre 2003 à janvier 2011. Oui, après avoir été élu en 2003, il a été réélu en 2006. Alors évidemment, on va pas parler de politique, mais ce serait très dommage de quitter l'arc politique d'Arnold aussi rapidement. Alors, il y a bien une histoire liée à Arnold le politicien qu'on pourrait raccrocher plus ou moins à son passé de bodybuilder et donc faire un lien avec nos vidéos. En 2005, alors qu'il est gouverneur, il signe un contrat pour écrire des articles et prêter son image pour les magazines Flex et Muscle & Fitness. En échange, il récolte environ $1 million par an. Très vite, ce contrat va créer des polémiques et l'impartialité d'Arnold autour des compléments alimentaires va être remise en question. Pour se défendre, Arnold va affirmer que l'intégralité des fonds sont reversés à son association caritative. Alors même si cette histoire n'aura aucun impact ni légal ni électoral, l'image d'Arnold va s'en retrouver impactée. Et il va donc exercer en tant que gouverneur de la Californie jusqu'en 2011. En 2011, Arnold a alors 64 ans, il a absolument tout accompli, n'a plus rien à prouver et certains l'imaginent même président des États-Unis. En réalité, lui-même envisageait cette possibilité, mais n'étant pas né sur le sol américain, la Constitution ne lui permet pas de se présenter en tant que candidat pour la présidence des États-Unis. Il faut le rappeler, malgré que sa réputation ait été entachée par ses affaires d'agression sexuelle, Arnold reste quelqu'un de très populaire. Et par conséquent, bon nombre de ses partisans vont émettre l'idée de modifier la Constitution afin de permettre à Arnold de se présenter aux élections présidentielles américaines. Bon, et vous en doutez, cette demande n'aboutira jamais. Mais malgré son incapacité à se présenter aux élections présidentielles américaines,
Arnold va rester très actif dans la vie politique américaine. Il va notamment être très critique envers Donald Trump, candidat dans son propre camp politique. D'ailleurs, ils vont régulièrement s'attaquer et mutuellement s'envoyer des piques dues à des divergences d'opinion politique. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. Bon, on pourrait penser qu'à 64 ans, après avoir tout accompli, Arnold pourrait se poser à la plage, siroter des mojitos et profiter de sa retraite. Mais ce n'est absolument pas le cas. Arnold reste pour le moins très actif. Après son mandat de gouverneur, Arnold a retrouvé le chemin des plateaux de tournage et on a pu le retrouver à nouveau sur un bon nombre de films à succès. On pense notamment à Expendable, un film d'action surprenant avec un casting XXL. Your shoe is bigger than this car. Shoot something! Plus récemment encore, Netflix a sorti une série documentaire nommée Arnold, retraçant justement la vie d'Arnold Schwarzenegger. C'est comme on vient de le faire là, mais version Netflix quoi. Donc c'est mieux, objectivement. En plus de tout ça, et malgré ses 77 ans, Arnold trouve toujours le temps de s'entraîner. Pour lui, il le dit, s'entraîner c'est comme respirer. Ça fait partie de son ADN et aussi longtemps qu'il vivra, il continuera d'aller à la salle. D'ailleurs, si tu es assez chanceux, tu auras l'occasion de le croiser au Gold Gym Venice Beach, parce que oui, presque 50 ans plus tard, il s'entraîne toujours dans cette salle mythique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elles t'auront fait kiffer. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager notre chaîne YouTube à tous tes potes. Bref, fais un maximum pour faire marcher l'algorithme parce qu'on compte sur toi pour nous propulser devant Thibaut InShape et ses 20, je sais pas combien de millions d'abonnés. Bref, si ta chaîne YouTube préférée c'est Objectif Titan, fais le nécessaire pour que ça grossisse encore plus. Moi, je suis en train de partir en couille là, waouh! On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.